Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Caroline Grima, avocate, et Jean-Luc Touly, président du FRIC, Front Républicain d'Intervention contre la Corruption et ancien conseiller régional écologiste d'Île-de-France. Pardon, excusez-moi. Une attaque à la machette ou à la feuille de boucher du côté des anciens locaux de Charlie Hebdo a fait 2 blessés graves. On vient de l'apprendre, leur vie n'est plus en danger. 2 salariés qui fumaient une cigarette en bas de leur lieu de travail, la société Première Ligne de notre consoeur Élise Lucet. 2 suspects ont été arrêtés, d'origine pakistanaise a priori, ce qui laisse peu de doute sur le fait que ce soit un attentat terroriste islamiste. D'où le premier débat jusqu'à 18h. Charlie Hebdo, avions-nous oublié la menace terroriste? Nous sommes en compagnie de Claude Moniquet. Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Quelque part, avec le Covid, on avait oublié le terrorisme, on l'avait au moins un peu oublié, mais malheureusement, a priori, les éléments tendent plutôt à prouver que c'est un attentat terroriste islamiste. Malheureusement, lui ne nous avait pas oublié, les terroristes ne nous avaient pas oubliés. Non, en effet, les terroristes ne nous ont pas oubliés, et pour plusieurs raisons. D'abord, bien entendu, il y a une raison, je dirais, ontologique. La France est une cible privilégiée du terrorisme djihadiste depuis des années, parce que la France est le seul pays réellement laïque en Europe, et que la France est également le seul pays qui affronte militairement sur le terrain, à l'étranger, des groupes djihadistes, que ce soit au Sahel ou hier en Syrie et en Irak. Donc ça fait autant de raisons qui font que nous sommes une cible privilégiée. Maintenant, penser que le Covid va diminuer le terrorisme, d'une certaine manière, peut-être oui, parce qu'effectivement, comme pour tout le monde, les terroristes ont plus de mal à se déplacer qu'avant la crise du Covid. Mais nous avons malheureusement en France un réservoir d'extrémistes, de radicalisés, de salafistes, qui suffit largement à mener le genre d'opération individuelle et, je le dis prudemment, mais un peu amateur, qu'on a vu aujourd'hui. Alors amateur, je le dis avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a quand même eu 2 blessés graves qui auraient pu mourir. Et on se rappelle qu'à Nice, par exemple, le 14 juillet 2016, on avait eu un amateur peu intelligent, perturbé mentalement, qui en louant un camion a quand même tué 86 personnes. Donc un amateur peut se révéler extrêmement dangereux. Mais non, effectivement, les djihadistes, qu'ils soient en groupe, organisés ou désorganisés et individuels, ne nous ont pas oubliés. On est en ligne avec Paul Morera, fondateur et co-dirigeant de Première Ligne. Restez avec nous, Claude Moniquet. Paul Morera, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fin de matinée? Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un type avec un hachoir, un jeune type de 18 ans, d'après ce qu'on sait maintenant, qui est arrivé vers le 6 rue Nicolas Appert, là où il y a la... Il faut rappeler donc que c'est l'immeuble, l'ex-immeuble de Charlie Hebdo, mais où il y a encore la fresque qui rendait hommage à la rédaction de Charlie Hebdo, et qui s'est attaqué sans cri et gare, sans menace, sans éclat de voix, et s'est mis à rabattre un hachoir sur une jeune femme et un jeune homme qui travaillaient chez nous, qui ont pu s'échapper tout en perdant du sang, mais qui ont pu échapper à leur agresseur. C'est passé extrêmement vite, hein. C'est une affaire de quelques secondes, et il est parti en courant vers le métro. Il a été attrapé peu de temps après à Bastille par la police. Il a été attrapé. Dans quel état sont vos collègues dans la société? Parce que d'après ce que j'ai lu, vos 2 collaborateurs étaient descendus fumer leurs cigarettes, c'est ça? Oui, absolument. Ils étaient en train de fumer une cigarette devant l'immeuble. Alors je ne sais rien. Hein. Je sais que l'attaquant est en train d'être interrogé, donc je ne connais pas ses motivations, mais bon, je les devine. Est-ce qu'il visait ce qu'il a vu à la télé pendant tout le procès, c'est-à-dire un immeuble qui a abrité Charlie Hebdo, puisque maintenant on ne sait pas où est Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo n'y est plus et personne ou presque ne connaît l'adresse. Oui, personne ne sait où est Charlie Hebdo, je ne sais pas où est Charlie Hebdo, et voilà, il reste une sorte de bâtiment symbole
et a peut-être voulu s'en prendre un symbole. Quoi, et dans quel état d'esprit sont vos collaborateurs? Est-ce qu'ils disent maintenant on descend plus, on vient en groupe, parce que ça doit être terrifiant quand vous avez deux collègues. Non, nous on veut complètement continuer à vivre normalement. On pense juste que dans un moment aussi sensible comme l'a été le procès de Charlie Hebdo, ce serait bien qu'il y ait une protection policière. Il y a énormément de protection policière dans des endroits bien moins sensibles à Paris, donc je pense qu'on mérite d'être protégé. Il y a déjà eu 15 morts autour de cet immeuble, donc bon, là, il est temps de le protéger en fait. Les vraies voix veulent vous poser des questions. Jean-Luc Touly. Oui, je connais un petit peu Paul Moreira et son équipe Première Ligne, puisque j'ai participé à des choses avec Lise Lucet, enfin donc c'est Première Ligne qui faisait la production. C'est des journalistes d'investigation. C'est les meilleurs journalistes d'investigation certainement en France. Ils ne sont pas les seuls, mais en tout cas c'est des très bons journalistes. Et que la question que je me pose, mais Paul Moreira ne doit pas savoir non plus, c'est oui, c'était l'endroit où il y avait le Charlie Hebdo, mais est-ce que le fait que ce soit des journalistes de Première Ligne, est-ce que c'est totalement le hasard ou pas? C'est une question à laquelle j'ai évidemment pas la réponse. À l'instinct, je pense que non, qu'ils voulaient pas s'en prendre. Enfin, j'espère à Première Ligne. Maintenant, il est en train d'être entendu par la police, donc on verra, on en saura un peu plus. Je pense qu'il y aura des choses qui vont filtrer ou dans la journée ou demain sur ses motivations. Il a reconnu les faits, l'attaquant. Donc ils ont le bon bonhomme, quoi. On dit présumé pour la forme, mais c'est vraiment lui, quoi. Et je suis incapable de dire si on était nous visés ou si c'était l'immeuble de Charlie en général qui était visé. Restez avec nous, Paul Moreira. Philippe Billiger veut poser une question à Claude Moniquet. Claude Moniquet, vous avez dit tout à l'heure que la France a été attaquée, qu'elle était en permanence visée parce que elle était en quelque sorte le pays le plus laïque. Est-ce que vous avez ce sentiment, malgré le fait que de manière nationale, il y a des dissensions et que on peut reprocher parfois au président d'avoir une vision empli de mansuétude et n'être pas un laïc pur et dur? Et si je peux, grâce à Philippe, poser rapidement ma deuxième question, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ce terrorisme affreusement artisanal qui parfois intervient sans être connu avant, et est-ce qu'il y a des manières d'y remédier? Alors, à votre première question, je pense que nos adversaires, puisqu'on est dans une guerre, on a en face de nous un ennemi, plus ou moins organisé, nos adversaires ne font pas le détail. Pour eux, la France, c'est une image. La France, c'est la République, c'est la laïcité, c'est la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Alors évidemment, vu de notre point de vue franco-français, il y a des divergences, il y a des complications. On voit bien que c'est un débat qui est de plus en plus sensible, à la fois dans le domaine public et dans les entreprises. On voit bien aussi que, très récemment, le président de la République a lancé une réflexion sur la question du séparatisme et sur la question du séparatisme sous-entendu islamiste et de l'influence islamiste dans les quartiers. Donc même s'il y a des hésitations et des complications, une complexité au niveau du pouvoir, au sommet du pouvoir, il reste malgré tout un esprit français qui est clairement identifié comme étant laïque. Donc je crois que pour nos adversaires, pour nos ennemis, ça ne fait aucun doute. On remercie. Maintenant, la deuxième question, qui est quelque part la plus importante, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors je répondrai oui. Moi, je suis un ancien du renseignement, donc je vous dirais c'est le renseignement qui est la seule possibilité d'agir contre le terrorisme, parce que quand on arrive à l'exécution des faits, à la commission des faits criminels, il est trop tard. On peut, si on a de la chance, avoir assez de policiers, de gendarmes, voire de militaires sur le terrain qui vont s'interposer, comme ça s'est passé par exemple il y a quelques années dans une attaque à l'entrée du Louvre. Mais ça, c'est compter sur la chance. On ne peut pas compter sur la chance dans une période de guerre. Donc c'est du renseignement. Le problème, on le voit bien ici avec ce jeune homme, apparemment, d'après ce qu'on sait, il a 18 ans, il n'était pas connu des services de renseignement, il faut dire qu'il est très jeune, parce que c'est quelqu'un probablement qui s'est radicalisé à bas bruit, voire très vite. On a connu dans les séquences d'attentats qu'on a eues depuis 2014-2015, on a connu, que ce soit en France ou ailleurs, des jeunes gens qui s'étaient radicalisés parfois en quelques semaines, y compris des convertis. Donc si un converti
convertis dans le mauvais milieu, chez les salafistes, auxquels on peut faire croire n'importe quoi, parce qu'il ne parle pas l'arabe, parce qu'il n'a pas lu le Coran, parce qu'il ne connaît pas l'islam, et qu'on veut lui faire croire que l'islam, c'est tuer les infidèles. Et si ce garçon se radicalise en quelques semaines, les services de renseignement n'ont malheureusement aucun moyen de le repérer. Caroline Grima. Alors, j'ai pas de questions particulièrement, simplement quelques réflexions qui me viennent comme ça un peu en vrac. Je suis toujours étonnée qu'on attende beaucoup. Alors, je ne suis pas étonnée, parce que c'est normal qu'on attende beaucoup de l'interpellation de ces individus lorsqu'ils agissent et qu'ils sont interpellés en vie, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné. Mais comme je l'avais indiqué à l'interpellation de Salah Abdeslam, je me rappelle très bien de l'émission absolument que nous avions faite ce jour-là, malheureusement, nous n'avons absolument pas la certitude que cet individu va parler. Au contraire, il est même à peu près certain qu'il va garder le silence, comme ils le font à chaque fois systématiquement, justement pour entretenir cette espèce d'opacité terrible qui fait qu'on a l'impression que n'importe quel individu effectivement radicalisé dans son coin a un coup d'avance. Et de ce point de vue, je partage complètement ce qui a été indiqué par notre interlocuteur de première ligne et qui a été d'ailleurs confirmé par l'un de ses collègues qui s'appelle Luc Herman, si je ne dis pas de bêtises, qui indiquait tout à l'heure qu'il était effectivement absolument incroyable qu'on n'ait pas, malgré la qualité de nos services de renseignement par ailleurs, qu'on n'ait pas imaginé qu'il puisse y avoir ce genre d'événement pendant le procès de Charlie, à cet endroit-là précisément, et qu'une fois de plus, cet endroit se soit trouvé dépourvu de toute sécurisation, dépourvu de toute protection. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis, pour finir, et pour répondre à la question qui est posée dans le cadre de ce débat, je pense qu'il ne faut pas oublier, même si nous, on a tendance à l'oublier, qu'on a quand même, malgré tout, effectivement, un service de renseignement qui fonctionne même très bons très bien. En France et à l'étranger, il faut leur rendre hommage. Puisque je rappelle qu'il a été indiqué par notre ministre de l'Intérieur fin août, quelques jours d'ailleurs avant le début du procès de Charlie Hebdo, qu'on avait quand même réussi à déjouer 32 attentats depuis 2017 sur le sol français, dont je crois une dizaine depuis janvier 2020. Donc on a quand même vraiment un service de renseignement qui est de qualité, mais qui effectivement ne peut agir que sur la base d'individus qui sont identifiés en amont, connus, sur lesquels on peut enquêter, et on n'est jamais malheureusement à l'abri de ce qu'on a appelé depuis le début ces espèces de loups solitaires et qui d'un seul coup décident d'agir seuls et sans la moindre hiérarchie que l'on puisse contrôler et identifier en amont. Justement, on va en parler des loups solitaires avec Claude Moniquet, qui est expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Mais on doit faire une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio en compagnie de Philippe Bilger, Jean-Luc Touly et Caroline Grima. On a avec nous Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Oui, notre débat, Charlie Hebdo, avions-nous oublié la menace terroriste? Et pour le moment, vous dites non à 52%. Claude Moniquet, vous avez entendu Caroline Grima qui parlait des loups solitaires. Philippe Bilger a repris dessus. Moi, j'ai souvent entendu dire par des spécialistes en contre-terrorisme que les loups solitaires, ça n'existait pas. Alors, ça existe ou ça n'existe pas, Claude Moniquet? Non, ça n'existe pas. Je suis tout à fait d'accord. Loup solitaire, c'est une belle expression, mais c'est une expression de journaliste. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour votre belle profession. C'est une image. Ce qu'on a, c'est des djihadistes isolés. Des personnes qui, à un moment donné, vont agir seules, comme probablement l'individu qui a frappé ce matin. Mais est-ce qu'il est un loup solitaire? Il a certainement été radicalisé. Il a peut-être été recruté. On verra a-t-il prêté le serment à une organisation, le Bayat, le serment d'allégeance à une organisation islamiste armée. Peut-être a-t-il reçu des conseils, peut-être a-t-il été financé. Donc il y a toujours des gens, dans 99% des cas, le loup solitaire, ce qu'on appelle le loup solitaire, a été accompagné au moins dans la préparation, la conception, l'idée de son attaque. Et je voudrais réagir aussi aux deux choses qu'a dit Caroline Grima qui sont intéressantes. La première, elle dit toujours des choses intéressantes. Hein. Pour une fois. Je n'en doute pas une seconde. C'est une femme, de toute façon, c'est présumé la première chose, aujourd'hui. Cet attentat était-il prévisible? Mais en fait, moi je suis cette actualité pour les clients de mon entreprise de conseil de manière quotidienne depuis des années, et je peux vous dire que oui, les services de renseignement et de police français étaient inquiets et pensaient que pendant le procès, il pouvait y avoir évidemment
une attaque terroriste. Le problème, c'est qu'on pensait à quoi? On pensait à une attaque sur la périphérie du palais de justice, ou sur une cible symbolique liée à la justice, ou une cible très symbolique liée à l'État. Personne, malheureusement, n'a pensé qu'on allait aller attaquer un bâtiment vide. Alors, c'est stupide, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Ce sont malheureusement des erreurs qui arrivent. On va prendre la deuxième chose, c'est sur ces djihadistes arrêtés qui ne parlent pas. Et effectivement, on a un vrai problème. Là. Non seulement ils ne parlent pas, mais souvent, quand ils parlent, ils continuent une sorte de djihad. La dernière chose qu'ils peuvent faire en détention, ils mentent, ils manipulent, ils font perdre un temps incroyable aux enquêteurs à vérifier des pistes, j'allais dire à la mort moelleuse, c'est pas très poli, mais vous avez compris ce que je veux dire. On avait compris. Qui n'ont aucun sens, parce que c'est une autre forme de combat. On voit bien qu'un djihadiste, la plupart des djihadistes et des radicalisés emprisonnés, continuent le djihad. On a même eu des attaques dans les prisons. On a de la radicalisation dans les prisons pour les djihadistes. Donc le djihad, pour ces gens, quand ils sont convaincus, ne s'arrête jamais et certainement pas dans les locaux de la police. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction une ville qui a été frappée par le terrorisme, direction Carcassonne, oui, Carcassonne et Trèbes. On se souvient du sacrifice du colonel Arnaud Beltrame. Barbara, bonjour. Bonsoir et merci à tous et merci pour votre accueil. Alors, je suis extrêmement frappée parce que votre question représente pour moi quelque chose d'important. On n'a pas oublié le terrorisme. Immédiatement, quelque chose m'est revenu à l'esprit. C'est l'article du Figaro, je crois que c'était en février 2020, qui évoquait à ce moment-là déjà 120 agressions à l'arme blanche par jour en France. Alors je ne sais plus, c'était 120 par jour, mais le Figaro avait bien fait de mémoire un papier sur les agressions à l'arme blanche qui explosaient en France, mais comme les agressions tout court. Hein. Oui, alors je veux bien qu'on fasse la part des choses avec les agressions qui relèvent des combats de dealers, des petits règlements de compte. Mais si on prend le problème à la base, j'ai la perception, et je ne suis pas la seule, que c'est une politique, et j'emploie le mot politique à dessein, globale de déstabilisation de la population française. Pas des élites, mais de la population, qui en plus maintenant vit dans la peur du Covid, vit dans la peur de perdre son travail, et qui doit subir peut-être à n'importe quel coin de rue une attaque, une agression, un égorgement, un viol, n'importe quoi. Nous devenons maintenant, le peuple français devient taillable, sans jeu de mots, et corvéable à merci. Et je crains véritablement qu'on se précipite lentement mais sûrement, non plus vers un terrorisme à la petite semaine, qui en réalité est un djihad. Je crois qu'il faut employer ce mot, et je remercie M. Moniquet de l'avoir employé. C'est un djihad. Et même les massacres d'animaux que nous constatons en ce moment avec désespoir, pour moi, font partie de ce climat d'insécurité qu'on essaye d'instaurer. Et pour moi, on va aller vers quelque chose qui est bien plus grave que l'ensauvagement, parce que même ce mot d'ensauvagement est une manipulation. Le mot sauvage, vous savez, ça a une petite connotation, la nature, l'animalité. Non, il y a un plan, il y a une volonté globale. Alors, Barbara, on va faire réagir nos vraies voix. Merci beaucoup. Je voulais faire réagir sur ce qu'a dit Barbara. Quand on regarde les tweets qui ont été faits suite à ce qui s'est passé du côté de Richard Lenoir, alors j'ai pris ceux d'Adrien Quatennens, de Christophe Castaner, de Rachida Dati, d'Olivier Faure et de David Béliard. Donc la France Insoumise, La République En Marche, les Républicains, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Aucun de ces tweets ne comporte le mot attentat, terroriste ou encore islamiste. Est-ce qu'on n'est pas un peu... Et c'est ce que dit quelque part Barbara dans le déni de réalité, Philippe Bilger. Alors je suis très surpris, je ne les connais pas, hein, Philippe, ces tweets que par exemple... J'ai été les voir en préparant l'émission, vous pouvez me faire confiance. Bien sûr, mais que Rachida Dati, par exemple, ne parle pas d'attentat, ça me paraît surprenant. Bon. Mais il y a toujours, malgré la terreur qu'inspirent ces actes-là, inconsciemment une volonté d'euphémiser le réel pour se donner encore des chances de pouvoir espérer y résister. Est-ce que vous me permettez de poser juste une question à Claude Moniquet? Mais on vous permet tout. Claude Moniquet, vous avez dit quelque chose ensuite du propos de Caroline Grima qui me touche de très près. Est-ce que quand vous analysez ce qui se passe sur le plan judiciaire, vous iriez comme moi jusqu'à soutenir qu'il est absurde d'appliquer à ces criminalités terroristes les règles de l'état de droit ordinaire?
C'est une question délicate. Hein. Je suis, comme nous tous, je crois, je suis un démocrate et un républicain convaincu. Donc je pense que l'état de droit l'état de droit est je vais utiliser une formule un peu creuse, mais c'est un trésor. Et c'est aussi parce qu'on a un état de droit qu'on est attaqué. On attaque notre état de droit parce que c'est plus qu'un symbole, c'est une manière de vivre, c'est une manière de respecter l'individu, même quand il a fauté. Donc je pense que je vous répondre en deux temps. J'ai dit à plusieurs reprises que les djihadistes qui étaient partis vers la Syrie, vers l'Irak, n'avaient pas vocation à revenir en France. Ce qui sous-entend que ces gens ont fait un choix qui a été de rejoindre une organisation qui faisait la guerre à la France, qui assassinait des gens, qui jetait les homosexuels du haut des toits, qui égorgeait ses prisonniers, qui les brûlait vifs, qui a commis des attentats en France. Ces gens n'ont pas à revenir. Il fallait militairement, parce que c'est une guerre, les éliminer sur place, ce qu'on a quand même beaucoup fait, fort heureusement. Maintenant, je crois qu'à partir du moment où on fait un prisonnier... Excusez-moi, Claude Moniquet, mais sans assumer, parce que quand Hollande a dit dans le livre de Davet et l'Homme qu'on avait fait des opérations homo, ce qu'on appelle en langage de service secret liquider des terroristes, certains ont mis la bouche en cul de poule en disant « Oh là là, quelle horreur !» Parce qu'il est bien connu que ça ne se fait pas. On craint un contentieux avec les familles, nous n'avons pas visé, comme je vais prendre un euphémisme, on n'a pas visé de personne en Syrie et en Irak. On a visé des bâtiments, des cibles stratégiques dans lesquelles, par hasard, parfois, il y avait des gens qui se trouvaient et qui étaient des djihadistes français, ou d'ailleurs parfois des djihadistes allemands, parce que la France a sous-traité des frappes sur des personnes de nationalité non française, mais européenne, parce que les pays dont provenaient ces gens n'avaient pas la capacité ou la possibilité ou la volonté de le faire. Donc on a quand même très bien travaillé en Irak et en Syrie. Maintenant, je pense que quand on a fait un prisonnier, quand on a un détenu, que ce soit sur le terrain de guerre ou que ce soit évidemment dans nos villes, dans nos rues, on doit strictement lui appliquer le droit commun, parce que sinon on va se mettre au niveau, d'une certaine manière, de ceux qui nous attaquent, et on va trahir nos idéaux. Jean-Luc Touly, quand vous entendez cette semaine, ça a fait scandale sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna qui disait que Charlie a mis de l'huile sur le feu en republiant les caricatures en une, et que vous voyez le bâtiment de Charlie qui est attaqué à nouveau, ça vous inspire quoi? Il faut continuer à faire ce genre de choses. C'est-à-dire de republier, parce que ça me semble d'une évidence. Moi, si vous voulez, j'ai du mal à tirer le micro vers vous, vous entendez pas. J'ai un peu du mal à évoquer ça. Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est la place de la femme par rapport... Alors, c'est pas tout à fait le même sujet, mais ça, c'est quelque chose qui me heurte, mais violemment. Et pourtant, je viens de la gauche, théoriquement... on est ouvert, vivre ensemble, blablabla. J'ai évolué, évidemment, mais ça ne passe pas. J'en ai eu dans ma ville, j'ai eu un maire qui a eu des positions extrêmement dures, peut-être qu'il l'a mal fait, mais je pense la place de la femme voilée, cachée, c'est du machisme, c'est vraiment, on est dans le Moyen-Âge, et ça c'est quelque chose, alors je respecte évidemment, on a évolué en France, on a mis des décennies, des siècles, mais ça c'est quelque chose qui passe pas. Justement, je voudrais donner le mot de la fin à Claude Moniquet, sauf si Caroline Grima veut l'avoir, non? Non, Claude Moniquet, quand vous entendez Jean-Luc Touly, est-ce que ça revient pas à ce que disait un ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, nous étions côte à côte, nous allons être face à face. Est-ce que c'est pas terrifiant? C'est terrifiant, et d'une certaine manière, un ancien directeur du renseignement intérieur avait dit que la volonté des djihadistes français, c'était de provoquer une guerre civile en France. Il n'avait pas dit ça dans ces termes-là exactement, mais le fond de sa pensée, c'était ça. C'est un affrontement, pousser la société vers un paroxysme de rejet, de haine, qui ferait qu'à un moment donné, on aurait un affrontement entre djihadistes et, au-delà des djihadistes, entre personnes de culture musulmane, pour être clair, et le reste de la France. C'est clairement un but qui est recherché par ces gens, et c'est pour ça aussi que je crois que la défense de l'état de droit est fondamentale. Il faut être inattaquable sur nos principes, de manière à endiguer cette menace. On n'a pas le droit de faire ce cadeau aux djihadistes. Merci beaucoup Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Notre premier débat sur Sud Radio. Charlie Hebdo, avions-nous oublié la menace terroriste? Vous êtes 56% à dire non. À 18h30, ce sera notre second débat. Restrictions Covid, soutenez-vous ceux qui s'apprêtent à braver les interdictions? Ça se passe surtout du côté de Marseille. Eh bien, vous êtes 78% à dire oui.